Vous parlez justement de ces torts verts, ça fait quand même pas mal d'années qu'on parle de ça. Et on avait l'impression que les choses étaient en train de changer en profondeur. Et d'abord, d'ailleurs, vous parlez dans le livre, on avait l'impression que tous les politiques avaient intégré ça aujourd'hui. Et patatras, j'ai l'impression que beaucoup de politiques rétropédalent aujourd'hui très vite. Pourquoi, à votre avis? Et vous parlez de la crise, je dis, la crise, on ne sait pas si c'est bon ou pas bon, justement pour cette économie verte aujourd'hui. Alors, on commence par la France, alors parce que bon, moi mon livre il porte plutôt sur la Californie. La Californie, Voilà. on en parlera peut-être tout à l'heure, et sur la manière dont la Californie et la Silicon Valley en particulier veulent devenir le laboratoire vert de la planète sur toutes les nouvelles technologies de l'énergie, les énergies renouvelables, etc. Sur l'actualité française, vous voulez parler de l'abolition de projets de taxe carbone tout récent suite aux élections régionales. Je crois, à vrai dire, que la France, de toute manière, la prise de conscience écologique de l'appareil de pouvoir, je dirais du gouvernement, du business, de l'establishment, est très très récente. C'est-à-dire, ça date en gros du Grenelle. Et moi, je dirais qu'en France, on avait un petit peu sur toutes ces questions d'énergie propre et de croissance verte, le syndrome du Minitel. C'est-à-dire, on s'est dit, nous, on a très bons ingénieurs, on a une énergie nucléaire qui, soi-disant, est propre puisqu'elle n'émet pas de gaz carbonique. Et donc, est-ce qu'on a vraiment besoin du solaire, de l'éolien, toutes ces choses-là qu'adoptent les Allemands, les Danois? On avait le syndrome du Minitel, on a vu ce que ça donnait, on pensait qu'Internet n'arriverait jamais dans notre pays puisqu'on avait le Minitel. On a eu un petit peu, à mon avis, la même approche avec les énergies renouvelables. On s'est aperçu récemment que c'était peut-être pas vrai, qu'il fallait peut-être s'y mettre, et il y a eu Grenelle. Mais je dirais que la plupart du personnel politique et de l'establishment des affaires en France est de toute manière pas absolument persuadé qu'il faille changer de mentalité, changer de manière de produire. C'est une prise de conscience assez superficielle, assez récente, et de la part du gouvernement, pour moi, complètement électoraliste. Il a vu que Nicolas Hulot était populaire, que le vote Europe Écologie aux européennes avait fait un tabac. Et donc, pour moi, Nicolas Sarkozy avait un petit peu adopté cette posture avant Copenhague en disant bah, à la fois ça va me rendre populaire et puis je montrerai que je suis un bon élève. Mais quand il a vu qu'il y avait des obstacles réels et qu'il fallait faire des efforts et que notamment toute l'industrie française était contre, bon, bah, il a saisi l'occasion des régionales et du mauvais score et du fait que c'était pas populaire dans sa propre majorité pour reculer. C'est mon interprétation. Mais en même temps, j'ai parlé avec Cédric Durand tout à l'heure, il a comparé ça, et après on va conclure avec ça, et ces votes-là, au vote de l'abolition de la peine de mort en 81, voter la taxe carbone, il a dit, je compare, c'est aussi important que ça, mais à la différence, François Mitterrand à l'époque, il est allé à l'encontre de la... On avait Robert Badinter à l'époque, on n'a pas de Robert Badinter de l'écologie, malheureusement. De l'opinion publique, justement. Et un politique, on doit avoir le courage aussi d'aller à l'encontre d'une bonne... Oui, mais je pense que chez Nicolas Sarkozy, mais c'est un avis très personnel, c'est pas du tout une conviction, c'était une posture électorale, donc il en change parce qu'il sent que c'est... Enfin voilà, il navigue un petit peu à vue sur la question. Je ne crois pas qu'il ait de vraies convictions écologiques, Nicolas Sarkozy. Cédric? Mais non, cette question de la taxe carbone, elle est extrêmement intéressante. Parce qu'au fond, elle pose la question, est-ce qu'il est possible d'intégrer au capitalisme une protection significative de l'environnement? Et alors, si on adopte le point de vue de l'économiste, et la taxe carbone est un bon exemple pour montrer comment ça fonctionne, la taxe carbone signifie qu'on va donner un coût à l'utilisation de l'environnement de manière à limiter les gaspillages qu'on peut faire. Mais le problème, c'est qui va payer ce coût? C'est ça la question qui est posée. Et est-ce que ce coût est compatible avec la poursuite de la croissance, avec un impact sur l'économie, le chômage, etc. Moi, mon interprétation, je suis assez sceptique sur la possibilité d'intégrer ces contradictions écologiques au sein de la dynamique du capitalisme, et encore plus dans un contexte de crise. Et la lecture que j'ai, moi, de la séquence qui vient de se passer, c'est une lecture, comme vous avez, politique, mais c'est aussi une lecture qui, en arrivant aux premières modélisations, il y a de ce point de vue-là des travaux du BIT qui sont très intéressants, qui montrent que l'introduction d'une fiscalité écologique a un impact négatif sur l'emploi et sur les salaires. Et cette contradiction-là, qui est un objet de débat très important entre les différents économistes, mais à mon avis, cette contradiction-là est centrale. Est-ce qu'on peut dire à la population, on va continuer à croître, le capitalisme va continuer à se développer, et en même temps garantir qu'on va protéger l'environnement? C'est le cœur du débat. Mais je pense que le débat, il n'est pas tranché, parce qu'il y a quand même eu des études, par exemple, suite au projet du Grenelle de l'environnement du Boston Consulting Group, qui
disait ça va faire 600 000 emplois en 2020, la mise en œuvre de ces orientations gouvernementales pour favoriser une croissance verte pourra créer d'emplois, notamment dans l'isolation des bâtiments, etc. Donc, je ne suis pas convaincue que l'écologie soit incompatible avec l'économie de marché. Je pense qu'il faut radicalement transformer l'économie de marché, et en tout cas, c'est sûr que c'est incompatible avec un capitalisme purement orienté vers les profits et vers la finance comme il l'est actuellement. Mais il y a eu des expériences, par exemple, si on revient en Californie, tout à fait, sur la régulation des compagnies électriques, on a prouvé qu'on pouvait rendre la consommation d'électricité, par exemple, par habitant en Californie, complètement plate depuis 30 ans, juste en régulant les compagnies électriques, en leur faisant gagner plus d'argent quand elles font faire plus d'économies à leurs clients. Et c'est le contraire de ce qu'on a fait en France et en Europe. On a poussé au chauffage électrique, qui fait qu'on a à la fois des pénuries l'hiver et en même temps c'est écologique, etc., etc. Donc moi je pense que, à condition qu'il y ait une volonté politique pour réglementer, orienter la production de manière complètement différente, respectueuse de la croissance, on peut avoir une croissance. Après, est-ce qu'il faut la redéfinir? Est-ce que c'est strictement le PIB? Est-ce qu'on la définit autrement? Je pense qu'on n'est pas forcément condamné à la décroissance. Il faut croître autrement.